Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici venu le temps de la 4e vidéo sur l'Incipit de Candide. Prenez votre cours en note. Donc il s'agit de la séance 2, Candide, chapitre 1, l'Incipit. Incipit, c'est un mot latin qui vient d'incipio. Ça veut dire commencer. C'est la première page d'une œuvre. Donc la fonction d'un incipit, c'est de présenter les personnages et l'intrigue, de répondre aux questions qui, où, quand, quoi, comment, et également de créer un sentiment d'attente chez le lecteur pour lui donner envie de lire la suite. La problématique de ce cours sera aujourd'hui en quoi cet incipit parodie les incipits de contes traditionnels. Pour aujourd'hui, vous deviez préparer les questions sur ce texte. Pour aujourd'hui, ces questions, ces réponses nous aideront à faire l'analyse linéaire du texte. On va commencer par l'introduction. Donc, dans l'introduction, on va faire la présentation de l'œuvre, de l'auteur, du mouvement littéraire, etc. Candide est un conte philosophique écrit par Voltaire en 1759 à Genève. Il s'inscrit dans le siècle des Lumières. Le XVIIIe siècle est un siècle de contestation sociale, politique, morale et religieuse, et Voltaire fait partie des philosophes des Lumières. Alors, petit aparté pour expliquer les philosophes des Lumières, le siècle des Lumières. Donc, ce sont des auteurs, des écrivains, des penseurs qui luttent contre l'obscurantisme. Donc, leur lumière s'oppose à l'obscurité. Pour eux, la connaissance et le savoir permettent de lutter contre les ténèbres de l'ignorance, incarnée par l'absolutisme monarchique et la superstition religieuse. Les idées des Lumières conduiront à la Révolution française de 1789 et aux fameuses idées de liberté, d'égalité et de fraternité. Présentation plus précise de l'œuvre maintenant. Candide raconte les aventures d'un jeune homme naïf appelé Candide, à qui son précepteur Pangloss inculque une théorie très simpliste de l'optimisme. Tout est bien. Donc ce conte philosophique est l'occasion pour Voltaire de poser un regard ironique et critique sur son monde du XVIIIe siècle et de réfléchir à la notion de bonheur. Notre texte est l'incipit de ce conte. C'est le premier chapitre. Là, je suis en train de situer l'extrait où Voltaire décrit une société, la société du château de Thunder-ten-Tronckh. Il nous le présente comme un paradis terrestre digne de contes de fées. Cependant, nous allons voir qu'il s'agit d'un leurre, que cette société s'avère grotesque, et Candide va être chassé de ce faux paradis terrestre et confronté à la réalité du vrai monde. Vous allez prendre vos livres, donc c'est la page 20, 21, 22, et on va lire le texte maintenant, ensemble. Voltaire, Candide, chapitre 1er. Comment Candide fut élevé dans un beau château, et comment il fut chassé, dit celui. Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Thunder-ten-Tronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était le fils de la sœur de monsieur le baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage que cette demoiselle ne voulut jamais épouser, parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Monsieur le baron était l'un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres.
Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basses-cours composaient une meute dans le besoin. Ses palefreniers étaient ses piqueurs, le vicaire du village était son grand aumônier, et il appelait tous Monseigneur, et il riait quand il faisait des comptes. Madame la baronne, qui pesait environ 350 livres, s'attirait par là une très grande considération, et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille, Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Il prouva admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause, et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le baron était le plus beau des châteaux, et madame la meilleure des baronnes possibles. Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement. Car, tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi, avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Les pieds ont été formés pour être taillés, pour en faire des châteaux. Aussi Monseigneur a un très beau château. Le plus grand barreau de la province doit être le mieux logé. Et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. Candide écoutait attentivement et croyait innocemment, car il trouvait mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prît jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Thundertentronckh, le second degré de bonheur était d'être mademoiselle Cunégonde, le troisième de la voir tous les jours, et le quatrième d'entendre maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province, et par conséquent de toute la terre. Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on appelait parc, vit entre des broussailles le docteur Pangloss, qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, petite brume très jolie et très docile. Comme mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de disposition pour les sciences, elle observa, sans souffler, les expériences réitérées dont elle fut témoin. Elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et se retourna tout agitée, toute pensive, toute remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait aussi être la sienne. Elle rencontra Candide en revenant au château et rougit. Candide rougit aussi. Elle lui dit bonjour d'une voix entrecoupée, et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir, Candide le ramassa. Il lui prit innocemment la main. Le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. Monsieur le baron de Thundertentronckh passa auprès du paravent, et voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière. Cunégonde s'évanouit. Elle fut souffletée par madame la baronne dès qu'elle fut revenue à elle, et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles. Maintenant qu'on a lu l'extrait, on va pouvoir me donner la problématique. En quoi cet incipit parodie-t-il les incipits de contes traditionnels? Alors, pour répondre à la problématique et pour expliquer le texte, on va faire une explication linéaire. Donc, c'était l'une des questions que je vous ai posées pour aujourd'hui. La partie 1, c'est de la ligne 1 à 25, donc c'est la présentation du château et de ses habitants. La partie 2, c'est de la ligne 26 à 48, c'est la philosophie de Pangloss. Et la partie 3, c'est de la ligne 49 jusqu'à la fin, comment Candide est chassé du château. Alors, on va commencer par la première partie de la ligne 1 à 25, qui présente le château et ses habitants.
On remarque que le texte est construit en 3 paragraphes. Dans le premier paragraphe, c'est la présentation de Candide. Dans le deuxième paragraphe, la présentation du baron. Dans le troisième paragraphe, la présentation des femmes du château, c'est-à-dire la baronne et Cunégonde. Alors on va commencer par le premier paragraphe. Donc le texte débute par la locution Il y avait en Westphalie. Donc on retrouve cette locution qui fait penser au début de Conte de Fées, le Il était une fois. On remarque que le texte est écrit à l'imparfait, qui est le temps propre utilisé dans les contes de fées, hein, pour la description et pour raconter. On remarque qu'il n'y a aucune temporalité, comme dans un conte de fées, on ne sait pas quand ça se passe. En revanche, on a des repères spatiaux, la Westphalie, le château de Thunder Ten Tronckh. Donc Westphalie, Thunder Ten Tronckh, alors la Westphalie c'est la Saxe, on se trouve quelque part en Allemagne. Thunder Ten Tronckh sont des sonorités très dures, avec une allitération comique en T, qui fait penser à l'allemand. On a ensuite la présentation du personnage principal qui est Candide. Donc déjà on va préciser pourquoi ce choix. Candide, ça vient de candida en latin qui veut dire blanc. Donc ce qui est souligné dans le personnage de Candide, c'est sa naïveté. C'est un personnage qui est pur, à la fois pur et à la fois crédule. On voit que Voltaire, pour décrire ce personnage, utilise de nombreux superlatifs. Les mœurs les plus douces, l'esprit le plus simple. Candide est un personnage assez simpliste de conte de fées. On vous dit sa physionomie annonçait son âme. Donc, comme dans tout conte de fées, le physique correspond à la description morale, ce qui en fait un personnage stéréotypé de conte. Dans la deuxième partie de ce paragraphe, euh, après avoir décrit le physique et le moral de Candide, Voltaire s'attarde sur son origine et son histoire. Alors on apprend que Candide est un bâtard, c'est-à-dire un enfant non reconnu. C'est le fils de la sœur du baron, ce qui en fait le neveu du baron, hein, mais le neveu non officiel. Alors c'est l'occasion pour Voltaire de critiquer la noblesse et son système de transmission par descendance. Alors, le père de Candide, on vous le décrit comme le bon et honnête gentilhomme. On remarque au passage que l'ironie de Voltaire qui utilise des adjectifs mélioratifs sans arrêt dans ce texte, hein, également pour décrire le père. Euh, le père de Candide ne peut épouser la mère de Candide car il n'a prouvé que 71 quartiers. Alors, qu'est-ce que c'est que les quartiers Les quartiers, chaque quartier correspond à un aïeul euh, dans votre arbre généalogique. Donc, par exemple, si vous arrivez à prouver que vous avez 2 grands-parents nobles et 3 arrière-grands-parents nobles, vous avez prouvé 5 quartiers de noblesse. Alors là, je vous montre un arbre généalogique. Là, sur cet arbre généalogique, ça remonte, hein, vous voyez, ça fait 16 quartiers de noblesse. Donc, Voltaire dénonce l'absurdité du système de transmission des nobles, hein, ça se transmet par le sang, par la descendance, hein, les titres de noblesse, en exposant des nombres exagérés. Vous avez 71 quartiers. Vous vous rendez compte quand même le ridicule, le comique de la scène. Le père de Candide a quand même 71 aïeuls qui sont nobles et la, la sœur du baron ne veut pas l'épouser. On peut ensuite passer à l'explication du deuxième paragraphe consacré au baron. Encore une fois, pour bien comprendre ce texte, hein, il faut comprendre la notion d'ironie. La plupart du temps, Voltaire dit le contraire de ce qu'il pense et cherche à se moquer en connivence avec son lecteur. Alors, la base de l'ironie, c'est l'antiphrase. Par exemple, si je dis Pauline, je tenais à te féliciter. Tu es une élève vraiment formidable. Ce 4 sur 20 prouve ton excellente compréhension du cours. Alors là, dans la phrase que je viens de tenir à Pauline, on comprend évidemment que je me moque d'elle et de ses piètres résultats en français. La description du baron commence par une longue phrase que l'on peut couper en 2 propositions.
Dans la proposition principale, euh, est utilisé un superlatif qui montre la supériorité du baron. Le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie. Donc cette proposition principale a un effet positif. Mais cet effet positif va être brisé par la proposition subordonnée qui va suivre et qui commence par la conjonction. Normalement, elle exprime une explication, un lien de logique entre les deux propositions. Or, l'explication va être ridicule. Il est puissant car son château a une porte et des fenêtres. Puis même plus loin dans le texte, on va vous dire que dans son salon, il y a une tapisserie. Alors, c'est complètement ridicule. Tout château a une porte et une fenêtre. C'est pas ça n'explique en rien la puissance du baron. Donc là, on voit bien l'ironie de Voltaire qui se moque de la noblesse. En réalité, il est l'un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, mais la Westphalie, c'est une petite région d'Allemagne. Et le titre de baron, c'est le plus bas titre de noblesse. Hein. C'est un titre, ce qui fait que le baron est un noble insignifiant. Pour continuer de se moquer de ce baron, Voltaire va utiliser un procédé de parallélisme qui est à la fois ironique et comique. Donc, ces chiens de basse-cour, qui sont des chiens, des bâtards, hein, des simples chiens, vont être comparés à une meute. Donc le terme meute, c'est ce qu'on utilise pour des loups. Hein. Ces palefreniers, donc le palefrenier, c'est le simple... c'est l'homme qui soigne les chevaux dans l'écurie, vont être comparés à des piqueurs. Donc le piqueur, c'est autre chose. Hein. C'est le valet qui, avec les chiens, poursuivent la bête à cheval dans la chasse à courre. Hein. Hein. Et enfin, le vicaire, c'est-à-dire le plus bas grade qu'on puisse avoir dans l'exercice religieux, va être comparé au grand aumônier. Alors, le grand aumônier, en revanche, c'est le titre qui est utilisé pour le prêtre qui s'occupe du roi, directement. Hein. Donc, à travers ces trois parallèles, on voit qu'il y a une critique d'un baron qui veut se rendre plus important qu'il ne l'est. Et à la fin du paragraphe, on voit que même ses sujets sont ironiques envers lui. Il l'appelle Monseigneur. Le Monseigneur, bah, c'est un titre qui est réservé aux princes et aux ducs, alors que lui n'est qu'un simple baron. Et qu'en réalité, il riait quand il faisait des comptes. Ils sont surtout là, ces sujets, pour se moquer de lui ou rire en connivence avec lui. Alors, on arrive après au troisième paragraphe sur lequel on va s'attarder sur les deux personnages féminins du château, c'est-à-dire la baronne et Cunégonde. Et pardonnez-moi ma vulgarité, mais le foutage de gueule de Voltaire continue. Hein. L'ironie va encore être présente. Alors, ça commence par la baronne, personnage qui en réalité n'est caractérisé que par son poids. On vous dit qu'elle pesait environ 350 livres. 350 livres, ça fait à peu près 150 kilos. Hein. Voltaire, encore une fois, se ridiculise le personnage. Alors, on vous parle ensuite de qualité. On vous dit qu'elle est digne, qu'elle est considérée, qu'elle est respectable. Mais ces qualités sont liées à son poids. Hein. Donc, on sent que les sujets de la baronnie se moquent de la baronne à cause de son poids. Ensuite, on a l'arrivée de sa fille, Cunégonde. Alors, déjà, on va commencer par l'onomastique, c'est-à-dire l'étude du prénom de Cunégonde. Alors, dans Cunégonde, eh bien, il y a le mot Q. Eh oui. C'est un personnage dont la fonction principale dans ce conte de Voltaire va être la sexualité. C'est un petit peu la princesse que Candide va essayer de sauver hein, et de culbuter. Désolé d'être vulgaire. Donc Q et le négonde, ça fait penser à se dévergonder. Et oui, puisque nous allons le voir dans la suite du texte, c'est ce personnage qui va amener Candide vers la sexualité, qui va découvrir la sexualité, etc., etc. Alors,
le personnage de Cunégonde est avant tout caractérisé par son âge. Elle est jeune, elle a 17 ans, elle a le même âge que Candide, hein, finalement. C'est sa cousine. Euh, Dans sa description, on a une accumulation d'adjectifs. Elle était fraîche, grasse, appétissante. Donc là, on voit qu'on a le champ lexical de la nourriture. Fraîche comme de l'eau, hein, grasse, appétissante, comme une pâtisserie. Eh oui, Cunégonde semble être une pâtisserie. D'ailleurs, cela annonce son destin à la fin du conte, puisqu'elle deviendra moche, ça, oui, malheureusement, mais elle deviendra surtout pâtissière. Alors, je ne peux m'empêcher de penser à nos grands poètes actuels, nos jeunes mâles, hein. Vous vous entendez parfois quand vous parlez des filles dans le couloir, hein. Oh, elle est bonne. Eh oui, les femmes ne sont pas de la nourriture, c'est pas des kebabs. Donc finalement, on voit qu'entre l'époque de Voltaire et aujourd'hui, on emploie encore des termes culinaires lorsqu'on parle des femmes, ce qui est un petit peu gênant et machiste, hein, au passage. Alors, au détour d'une phrase, on nous parle du fils du baron, mais il est vite expédié parce qu'on nous dit il paraissait tout digne de son père. Ouais, bon, sous-entendu, il est aussi ridicule, stupide que son père. Donc voilà pour le fils. Et la dernière phrase de ce paragraphe va servir de transition avec la deuxième partie qui va porter sur la philosophie de Pangloss, puisqu'on nous parle rapidement du précepteur Pangloss, c'est-à-dire un précepteur, c'est celui qui éduque à domicile un enfant. Alors, il est décrit comme un oracle. Donc, vous savez tous ce qu'est un oracle. Un oracle, il reçoit des visions des dieux et il peut prédire l'avenir. Donc on a l'impression là que c'est l'un des personnages les plus importants du château de Thunderton Tronk. Et évidemment, comme on connaît Voltaire, on sait qu'une fois de plus, il ironise. Alors pour faire un petit bilan de cette première partie, on vient de nous présenter les personnages principaux de cette petite société de Thunderton Tronk. On se retrouve face à des personnages stéréotypés comme dans un conte de fées, mais en mode parodique. Donc on a Candide qui est naïf et un peu cucu, hein, il faut le dire. On a le baron, un baron qui se la raconte, qui est prétentieux, ridicule. On a une baronne, il y a une seule chose qui la caractérise, elle est grosse, elle est énorme. On a une Cunégonde dont la seule fonction est d'être un objet sexuel. On a un fils du baron, on l'a carrément oublié, il est insignifiant. Et on a un précepteur qui est un oracle. Et donc c'est lui qu'on va développer dans la prochaine partie qui va avoir son importance. Donc nous sommes maintenant à la ligne 26 et donc nous avons atteint la deuxième partie qui porte sur la philosophie de Pangloss. On remarque que cette partie est composée de 3 paragraphes. Dans le premier paragraphe, qui est assez court, il y a la présentation du personnage de Pangloss et de sa thèse philosophique. Donc là, on est dans la théorie. Dans le deuxième paragraphe, écrit au discours direct, nous avons donc les paroles rapportées de Pangloss. Donc nous avons la mise en pratique de ses propos. Et dans le troisième paragraphe, nous avons les effets des propos de Pangloss sur le jeune Candide et ce qu'il en retient. Alors, avant d'expliquer le premier paragraphe, il faudrait commencer par expliquer pourquoi Voltaire va s'attarder sur ce personnage. En réalité, l'œuvre Candide va être l'occasion pour Voltaire de critiquer la philosophie de l'optimisme de Leibniz et de Christian Wolff. Alors, qui sont Leibniz et Christian Wolff? Ce sont deux philosophes allemands du XVIIe et XVIIIe siècle. Wolff va être le disciple de Leibniz. Alors, ce sont des philosophes. Donc, à l'époque, le raisonnement philosophique repose sur les sciences et un raisonnement scientifique. Donc, quelle est la philosophie de Leibniz? La philosophie de Leibniz, c'est une philosophie optimiste. Pour lui, on vit dans le meilleur des mondes possibles. Et donc, c'est cette philosophie qui sera défendue et déformée par Pangloss.
Et ainsi, Voltaire, à travers le personnage de Pangloss, se moque de Wolff et de Leibniz. Alors, on va commencer par l'onomastique du nom Pangloss. Donc Pangloss, ça vient du grec. Pan, ça veut dire tout. Voilà. Et gloss, c'est la langue. Donc son nom voudrait dire toute langue. Alors, comme tout personnage de conte, hein, on est en face de un personnage stéréotypé. Pangloss, c'est un personnage bavard qui représente le philosophe pédant qui ne pense qu'à parler. Alors, s'il y a un personnage de dessin animé à qui pourrez-vous faire penser, c'est le Schtroumpf à lunettes. Vous savez, qui parle tout le temps et qui se fait cogner par le Schtroumpf costaud. Euh, donc, on nous dit dès la première phrase que Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce personnage de professeur enseigne une matière un peu particulière. Donc, c'est un mot valise. Un mot valise, c'est un mot composé de plusieurs autres mots. Alors, analysons de plus près. Métaphysico. Donc ça, c'est la métaphysique. La métaphysique, c'est la science philosophique hein, qui recherche à connaître le monde, à connaître les choses, comprendre Dieu, la nature, l'homme, etc. Donc là, pour l'instant, on est dans la philosophie. Théologo, bah, c'est la théologie, c'est-à-dire Théo, c'est Dieu. Hein. Bah oui, s'il y a des élèves qui s'appellent Théo, vous connaissez des amis qui s'appellent Théo. Théo, ça veut dire Dieu. Théologo, donc, c'est l'étude de Dieu. Alors, pour l'instant, rien de... Cosmolo, donc cosmolo, c'est la cosmologie, c'est l'étude de l'espace, de l'univers. Et là, on commence à avoir un petit intrus dans notre mot valise, nigologie. Alors, nigo, pas besoin de vous expliquer, ça veut dire stupide. D'accord. Et la logie, c'est le discours, la science. Donc, en gros, là, il y a un effet comique avec ce long mot valise qui rappelle un petit peu la pédanterie de Wolff, parce que Voltaire était très critique de la manière dont s'exprimait Wolff. Voilà. Donc, il se moque de sa pédanterie. Euh, on voit, donc là, il expose la thèse de l'optimisme, hein, le meilleur des mondes possibles. Donc on vit dans le meilleur des mondes possibles. On retrouve la démonstration, donc convaincre. Hein, vous savez, dans la vidéo sur l'argumentation, sur la dissertation, la différence entre convaincre et persuader. Là, on retrouve la démarche de convaincre. Il prouve, voilà. Et on retrouve aussi la démarche scientifique. Donc il parle, il n'y a point d'effet sans cause. Alors ça veut dire quoi? Bah, c'est de la logique pure et simple. Hein. Il n'y a point d'effet sans cause. Ça veut dire que vous avez une cause A qui crée un effet B. Et cet effet B va lui-même être la cause d'un nouvel effet C, et ça va s'enchaîner comme ça. Donc les philosophes comme Leibniz, Wolff, etc., imaginaient le monde comme un enchaînement de causes et d'effets. Voilà. Et certainement que la cause première était Dieu, justement. Donc ce que l'on peut dire là-dessus, c'est que Wolff, Leibniz, donc Pangloss, comme tout bon philosophe, partent d'un axiome. Qu'est-ce qu'un axiome? C'est une proposition que l'on ne peut pas contredire. Et l'axiome, là, c'est que l'on vit dans le meilleur des mondes possibles. Voilà. C'est la philosophie de l'optimisme. C'est cette philosophie que Voltaire va dénoncer. Alors, on voit encore une fois que la démonstration scientifique et philosophique ne tient pas debout. On a une première proposition qui dit qu'on vit dans le meilleur des mondes possibles, et que donc, le château de Monsieur le Baron était le plus beau des châteaux, et Madame la meilleure des baronnes possibles. Alors qu'on a vu dans toute la première partie du texte que ce baron et cette baronne étaient ridicules, et que c'était qu'un simple château dans une obscure petite contrée d'Allemagne. Nous avons ensuite un long second paragraphe en discours direct qui va retranscrire les propos de Pangloss. Donc,
à travers ce discours direct, le lecteur va pouvoir se rendre compte de l'absurdité des propos de Pangloss. Dans le paragraphe précédent, on avait sa thèse, sa théorie, et là, on va avoir la mise en pratique de son discours. Donc, Pangloss est un personnage pédant qui se donne une contenance scientifique en utilisant le champ lexical de la démonstration et en utilisant des liens logiques qui ne conduisent à aucune logique en réalité. Donc, il est démontré à la ligne 31, la conjonction de coordination car à la ligne 32. Il interpelle son auditoire en disant remarquez bien à la ligne 33 et pour conclure il utilise le lien logique par conséquent à la ligne 40. Alors comment est construit son discours? Il commence par parler de sa thèse. Alors sa thèse, les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, sa thèse, que tout dans la vie a un but dans le monde parfait dans lequel on vit. Bon. Pour prouver ça, une fois qu'il a exposé sa thèse, il ne va pas vraiment utiliser des arguments, il va en revanche proposer des exemples. Des exemples qui n'ont ni queue ni tête. Regardons de plus près. Le premier exemple, c'est l'exemple des lunettes. Il nous explique qu'on porte des lunettes car on a des nez. C'est complètement stupide. On ne porte pas des lunettes parce qu'on a des nez. On porte des lunettes parce qu'on ne voit pas clair. Et les lunettes ont été construites pour se poser sur le nez, mais on aurait pu inventer une autre manière de les positionner devant les yeux. Deuxième exemple, il nous dit qu'on porte des pantalons parce qu'on a des jambes. Bah non, on ne porte pas des pantalons parce qu'on a des jambes. C'est plutôt le contraire. Ensuite, il nous dit il y a des pierres. Ces pierres sont forcément destinées à être taillées et forcément le château du baron est beau. Bah non, les pierres n'ont pas forcément l'utilité d'être taillées. Elles peuvent avoir d'autres utilités ou tout simplement pas d'utilité du tout. Et enfin, dernier exemple, il nous dit que les porcs sont faits pour être mangés et c'est la raison pour laquelle on mange des porcs toute l'année. Bah non, les porcs ne sont pas forcément faits pour être mangés. Donc ces trois exemples sont complètement ridicules, insensés, et en se donnant une contenance, en utilisant le champ lexical de la démonstration et des liens logiques, et en parlant de manière très affûtée, il essaye de nous faire passer son discours complètement délirant. Donc, une fois qu'il nous a présenté tous ces exemples, il vient à sa conclusion. Par conséquent, conséquence en plus qui n'a aucun rapport avec les exemples qu'il a donnés juste avant. Il en conclut que tout est au mieux. Non, il en conclut d'abord que ceux qui ont dit que tout était bien ont dit une sottise, pour redire exactement la même chose juste après en disant que tout est au mieux. Et là, donc, on a le retour de sa thèse de départ, que l'en fait, en réalité, on vit dans le meilleur des mondes possibles. C'est la théorie de l'optimisme de Leibniz et de Wolff. Donc on va voir dans le paragraphe 3 les effets du discours de Pangloss sur le jeune Candide. Alors on voit que Candide est l'élève parfait. Si on compare le début du premier paragraphe et du troisième, dans le premier paragraphe on nous dit Pangloss enseignait, ce qu'on peut mettre à la ligne 26, ce qu'on peut mettre en parallèle à la ligne 42 avec Candide écoutait. Donc on voit que le personnage est soumis à Pangloss, qui n'a aucune réflexion critique. Alors, ce manque de réflexion critique est souligné par l'emploi de deux adverbes. Donc vous avez l'adverbe attentivement et l'adverbe innocemment. Donc on retrouve encore ce stéréotype de Candide, hein. Il est innocent, il est naïf. Donc on vous dit Candide croit innocemment, c'est-à-dire qu'il ne remet jamais en cause les propos de Pangloss. L'emploi du verbe croire n'est pas innocent, justement. Croire fait penser au discours religieux qu'on absorbe sans le remettre en question. Alors qu'un véritable élève d'un philosophe ne doit pas croire, selon la définition des philosophes des Lumières, un véritable élève ne doit pas croire, mais savoir et exercer son jugement et sa raison. C'est ce qu'on appelle le raisonnement cartésien du mathématicien et philosophe Descartes, un philosophe du XVIIe siècle.
On voit que Candide suit les enseignements de Pangloss dans la suite du texte parce qu'il utilise les mêmes raisonnements complètement stupides, illogiques, débiles. Un peu de la même façon que dans le premier paragraphe, on va avoir une première proposition, une première phrase. Candide écoutait attentivement et croyait innocemment, qui va être stoppée par un point-virgule et par une conjonction de coordination qui est car. Donc, qui crée une relation de cause à effet. Bon. Euh, Pourquoi Candide écoute on va essayer de trouver la cause, et la cause, on nous la donne, et elle est complètement illogique. Il écoute Pangloss parce que Mademoiselle Cunégonde est extrêmement belle. Quel est le rapport? Il n'y en a aucun. Donc on s'aperçoit même, avec la liaison entre ces deux phrases, que peut-être que Candide n'est pas si attentif et qu'il est diverti par son penchant sexuel pour Cunégonde. On voit également que c'est un personnage timide, car il n'a pas le courage d'avouer ses sentiments à Cunégonde. On vous dit, ligne 44, qu'il n'a pas la hardiesse de lui dire. Il utilise la même logique que Pangloss et s'approprie son langage philosophique et mathématique comme un singe ou un perroquet qui imite son maître. Donc là, on retrouve le langage philosophique et mathématique. Il concluait, par conséquent, deuxième degré de bonheur, troisième degré de bonheur, quatrième degré de bonheur. Comme chaque argument, premier argument, deuxième argument, troisième argument. Donc, euh, quels sont donc les arguments et quelle est la logique de Candide? Encore une fois, il n'y en a pas. Le premier degré de bonheur, c'est d'être né baron. Ouais, on l'a vu, et être né stupide, en fait. Le deuxième degré de bonheur, c'est d'être avec Mademoiselle Cunégonde. Le troisième degré, c'est de la voir tous les jours. Donc là, on retrouve le penchant sexuel pour la jeune fille. Et le quatrième degré, c'est d'entendre Maître Pangloss. C'est là où on se rend compte que son raisonnement est complètement erroné. Alors, il y a trois types de raisonnements logiques que l'on peut avoir. Je vais vous les réexpliquer. Vous avez le premier raisonnement, c'est le raisonnement déductif. On part d'une proposition générale qui va conduire à une proposition particulière. Vous avez également le raisonnement inductif qui part du particulier pour atteindre le général. Et vous avez le raisonnement par analogie. On va comparer deux choses. Donc là, qu'est-ce qui se passe Candide va utiliser un raisonnement inductif qui part du particulier qui va vers le général. Il vous dit entendre Maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province, et par ce conséquent de toute la terre. Mais là, son raisonnement inductif est complètement erroné. C'est pas parce que c'est le plus grand philosophe de la province qu'il est le plus grand philosophe de la Terre. Il y a peut-être d'autres philosophes plus performants que Pangloss dans le monde entier. Donc, en réalité, il aurait dû avoir plutôt un raisonnement déductif, c'est-à-dire dire que Maître Pangloss est le plus grand philosophe de la province, mais pas forcément de toute la Terre. Si Pangloss avait été, en revanche, le plus grand philosophe de toute la Terre, là, en effet, il aurait été le plus grand philosophe de Westphalie, sans aucun souci. On voit donc que Candide apprend mal ses leçons et comprend mal ce qu'il raconte. Donc, dans la dernière partie du texte, nous allons voir comment Candide est chassé du château. La dernière partie est composée de deux paragraphes. Dans le premier paragraphe, c'est une scène de voyeurisme. Cunégonde assiste à la relation sexuelle entre Pangloss et une servante. Et dans le deuxième paragraphe, nous allons voir que Candide et Cunégonde couchent ensemble et que par conséquent, Candide va être chassé du château. Alors, on va commencer par le premier paragraphe qui commence par le repère temporel un jour et des verbes qui sont au passé simple. Donc, elle vit, ligne 50. Donc, ce passé simple marque le caractère exceptionnel de cet épisode. En réalité, si on tire de tout cela un schéma narratif, on passe dans les deux premières parties du texte à une situation initiale, à l'imparfait, où on nous présente les personnages
à un élément perturbateur qui commence donc par ce un jour et le passage au passé simple qui va conduire Candide à être chassé du château. Alors, donc là commence une scène érotique classique, une scène de voyeurisme. Donc vous avez Cunégonde qui est cachée dans les buissons et qui observe la relation sexuelle entre Pangloss et une servante qui n'est pas nommée, mais on saura par la suite qu'elle s'appelle Paquette. Alors on a quand même une petite description du personnage, une petite brune, très jolie et très docile. Donc là on a les adverbes, très, des intensifs, très dociles, qui sous-entendent de toute façon qu'elle n'a pas le choix, c'est une servante, elle est obligée de se soumettre. Comme je vous l'avais déjà expliqué, la condition féminine était assez particulière. Pendant des siècles et des siècles, les femmes étaient soumises. Donc, Voltaire va utiliser l'euphémisme et l'ironie pour décrire avec subtilité et avec un certain aspect comique et grivois cette scène érotique. Alors, il va comparer l'acte sexuel à une leçon de philosophie. Donc, le docteur Pangloss, donc là, on voit, il utilise deux fois le terme docteur d'ailleurs, à la ligne 51 à la ligne 56. Donc, le docteur Pangloss va donner une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre. Donc là, il faut comprendre en fait qu'ils vont avoir une relation sexuelle. Le terme physique expérimental, ça rappelle la gravité. Hein, je ne vous fais pas un schéma, hein, la position de leur de corps. Ça rappelle également un ouvrage célèbre d'un abbé de l'époque qui s'appelait l'abbé Nollet. Son ouvrage s'appelait Leçons de physique expérimentale. Donc là, on voit que, encore une fois, Voltaire s'amuse et lance un tacle à l'un de ses adversaires. Hein. Euh, On voit également qu'il s'amuse avec Cunégonde qui observe la scène. Alors, il nous dit qu'elle a des dispositions pour les sciences, qu'elle observe, qu'elle est témoin, qu'elle voit la raison suffisante, les effets et les causes. Donc il réutilise le champ lexical du discours philosophique de Pangloss de manière pervertie. Hein. Bon, après, les expériences réitérées, ça sous-entend les va-et-vient sexuels entre les deux personnages. Je vous fais pas de dessin, je vais pas plus loin. Hein. Et on voit que la vision de cette scène a des effets sur le personnage. Donc vous avez toute une série d'adjectifs. Elle est agitée, elle est pensive, elle est remplie du désir d'être savante. Donc là, on voit encore une fois l'ironie, le comique de la situation, le mélange entre discours philosophique et découverte sexuelle. Finalement, Pangloss donne une leçon indirecte de sexualité à la jeune Cunégonde, et elle en conclut qu'elle pourrait être la raison suffisante du jeune Candide, qui pourrait être aussi la sienne. Euh, Ça veut dire quoi? Raison suffisante, déjà, c'est un terme qui était utilisé par Leibniz dans sa philosophie optimiste, hein. Mais c'est également, tout simplement, Cunégonde pense à faire la même chose que Pangloss et Paquette à Candide. Donc, expérimenter la relation sexuelle. Donc, dans le dernier paragraphe de notre texte, on va voir comment Candide va être chassé du château. On voit que on est toujours au passé simple, hein, donc là c'est le début des péripéties. On voit que Cunégonde va rencontrer Candide et il va y avoir un parallèle entre les deux personnages. Ils vont rougir, donc le verbe est employé deux fois, chacun de leur côté. Alors sauf qu'on sait que Cunégonde rougit parce elle a des, il y a une idée de sexe derrière tout ça, et on sait que Candide est innocent, donc lui il rougit simplement parce qu'il est timide, hein, parce qu'il est attiré par la jeune fille. Alors ensuite, on a un deuxième événement qui se passe, il y a un deuxième repère temporel le lendemain après le dîner. Donc il se retrouve derrière un paravent. C'est un peu comme le paravent, c'est un peu symbolique. C'est un peu comme si on se retrouvait au théâtre, hein, finalement. Donc la Cunégonde va laisser tomber son mouchoir. Là on retrouve un peu la symbolique du Moyen-Âge des chevaliers avec la princesse qui laisse tomber le mouchoir. Donc là, c'est vraiment un appel, quand une princesse laisse tomber son mouchoir, c'est un appel à l'amour. Hein. Donc elle lui dit simplement qu'elle est ouverte. Hein. Donc Candide va ramasser le mouchoir.
Et on voit qu'il y a l'adverbe innocemment qui revient 2 fois, hein, les deux sont innocents, hein, voilà. Euh, et Voltaire va nous décrire donc la relation sexuelle entre les deux personnages de manière justement innocente et subtile. Euh, on voit qu'il y a des gradations. Candide va prendre la main de la demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière, hein. On voit également qu'il y a une personnification des parties de leur corps, ce qui crée une grande sensualité dans le texte, hein. Leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. Donc là, on a en 4 temps. On a également un passé simple qui va créer un effet d'accélération dans le texte qui montre que les deux personnages n'en peuvent plus, hein. Ils sont vraiment attirés sexuellement et se rapprochent. Euh, on voit que la dernière partie de cette gradation, leurs mains s'égarèrent, est un euphémisme, hein, qui laisse au lecteur le soin d'imaginer la suite, d'imaginer où les mains s'égarèrent, justement. À vous d'imaginer où vont s'égarer les mains. Euh, Ensuite, on se retrouve en plein coup de théâtre. Vraiment, là, on est en pleine scène de théâtre, de comédie, puisque le baron passe et derrière le paravent, il voit cet effet et cette cause. Donc là, on a le ton ironique de Voltaire derrière tout ça, qui utilise le champ lexical philosophique de Pangloss. On retrouve cause, effet. On retrouve le fameux axiome. Le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles, hein, le meilleur des mondes, avec le fameux superlatif. Euh, on est aussi dans une scène de comédie, puisque vous avez un comique de geste, avec Candide qui se prend des coups de pied dans le derrière, hein. Vous remarquerez au passage, derrière, c'est du langage familier. On a ce comique de situation où vous avez Cunégonde qui s'évanouit et aussitôt elle est souffletée quand elle revient à elle. On voit que la ponctuation, les phrases sont courtes pour montrer l'accélération de cette scène vraiment théâtrale et comique. Et la formule finale est tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux du monde. Consterné dans le sens désolé. Là, on est face à un drame, vraiment on dirait une comédie de Molière. Euh, le baron qui est outré de voir sa fille qui vient de coucher, qui a été surprise à coucher avec son neveu. Et donc, il va le mettre dehors. Alors derrière toute cette scène se cache un sens beaucoup plus symbolique. Euh, Tout ce chapitre fait penser à un des passages de la Bible, le fameux Jardin d'Éden avec Adam et Ève. Donc, si vous vous souvenez un petit peu, Adam et Ève sont le premier homme et la première femme. Ils vivent dans un monde parfait, dans le Jardin d'Éden. C'est un endroit parfait que Dieu leur a donné. Et ils ne devaient pas. Il n'y avait qu'une chose, ils pouvaient manger de tout, mais il n'y avait qu'une chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire, c'est de manger le fruit d'un arbre, l'arbre de la connaissance. Alors bon, petit aparté, souvent dans les tableaux, dans les représentations, on montre, on dit que c'est une pomme, mais sachez que quand on lit la Bible dans sa version originale, c'est-à-dire en énochien, il n'est pas du tout question d'une pomme, il est juste question d'un fruit. Et d'après les traductions, ce serait plus proche d'un brugnon que d'une pomme. Donc voilà. Donc il vaut mieux dire fruit que pomme, hein. Même si ça a donné des expressions comme la pomme d'Adam, hein, vous savez, à votre coup là. Donc, dans cette légende biblique d'Adam et Ève, c'est le serpent qui va corrompre. Le serpent, en fait, c'est Lucifer déguisé en serpent qui va corrompre Ève en lui disant mais non, Dieu ne veut pas que tu manges ce fruit parce que tu vas devenir intelligente, plus forte, plus intelligente que lui. Tu devrais prendre de ce fruit et en proposer à Adam. Et c'est ce que va faire Ève. Elle va expliquer à Adam. Ils vont prendre la décision tous les deux de manger la pomme.
Donc là, on retrouve encore une fois la femme comme tentatrice, trop curieuse, et qui va conduire au péché, hein. C'est le fameux péché originel. Et donc, quand Dieu va s'apercevoir que Adam et Ève vont avoir mangé le fruit, vont s'être habillés, vont avoir honte d'être tout nus, il va les jeter en dehors du paradis terrestre. Donc, eh ben, ce texte, chapitre 1 de Candide, c'est exactement ça. C'est une parodie de ce passage de la Bible, puisqu'en fait, vous avez un paradis sur Terre, c'est le paradis du château de Thunder Ten Tronk, même si on a vu que c'était pas vraiment un paradis et que c'était plutôt de l'ironie de la part de Voltaire. En tout cas, Candide, lui, il croit qu'il est dans le paradis terrestre. Et donc, il se passe exactement la même chose que pour Adam et Ève, hein. Cunégonde va se promener dans, vous voyez, la ligne 50, on vous parle de parc, petit bois parc, bah ça c'est exactement le jardin d'Éden. Elle va être corrompue par le serpent. Le serpent, bah, dans le texte, c'est Pangloss. Elle va être trompée. Et du coup, elle va coucher avec Candide, et Candide va se retrouver chassé du paradis terrestre. Voilà. Donc c'est bien une parodie de ce passage biblique. Alors pour conclure ce texte, on voit que c'est une parodie de conte, hein. On retrouve tous les éléments du conte de fées, hein, un endroit qui commence par il était une fois, dans un endroit où il n'y a pas de repère temporel, des personnages stéréotypés, donc on a le Candide le naïf, Pangloss la grande gueule, Cunégonde la princesse en détresse, le baron et la baronne qui sont stupides ou grosses, euh, et on retrouve ce côté château parfait, avec ses fenêtres, etc. Mais tout ça, derrière, ça cache une critique de Voltaire, critique déjà de la noblesse, qui se moque de la noblesse, qui veut... la petite noblesse de province qui est prétentieuse et qui veut se faire plus grande qu'elle ne l'est. Euh, on retrouve également une critique philosophique. C'est pour ça que c'est un conte philosophique, Candide, parce que c'est un conte qui va nous faire réfléchir sur la notion de bonheur, comment atteindre le bonheur. Et le principe de cette œuvre, ça va être de critiquer la philosophie optimiste de Leibniz et de Wolff. Donc, critique de la noblesse, critique philosophique de l'optimisme de Leibniz, critique religieuse aussi, puisque là on voit que c'est une parodie du mythe d'Adam et Ève. Voilà, c'est le premier chapitre de Candide. L'histoire est lancée. C'était la situation initiale et maintenant Candide va aller de péripétie en péripétie et il va apprendre à connaître la réalité du vrai monde qui est en dehors du château de Thunder Ten Tronk. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo sur la dissertation paraîtra mardi 30 mars. N'oubliez pas de faire les questions qui vous sont demandées avant de regarder cette vidéo. Pour vendredi prochain, vous devrez relire le chapitre 3 de Candide et préparer les questions que je vais vous mettre dans la description sur Pronote ou lors de la discussion générale de la chaîne. Je voulais aussi rappeler que Madame Jacot a mis en ligne un calendrier que vous pouvez consulter. Je vous mettrai le lien également. Certains élèves sont sérieux et préparent les questions. Je tiens à les féliciter. Parfois, ils m'envoient même les questions par mail, ce qui n'est pas nécessaire, hein, je ne vous l'ai pas demandé. Mais il faut continuer, c'est une bonne attitude à avoir. Préparer sérieusement, c'est la meilleure manière de ne pas décrocher dans vos études. Je n'ai pas beaucoup de nouvelles de tout le monde, mais il va falloir vous réveiller parce que bientôt je vais vous demander un travail noté. Donc il faudra me le rendre par mail. Ceux qui ne me le rendront pas, bah, tant pis pour eux. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. J'y répondrai. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et de vos familles. Et je vais terminer par une citation d'une jeune fille qui près votre âge. Qui était confinée comme vous pendant la Seconde Guerre mondiale, mais dans des conditions beaucoup plus drastiques que vous. Elle disait que la paresse peut paraître attrayante, mais le travail apporte la satisfaction.
Et cette jeune fille, c'était Anne Frank.